TEF, test d'évaluation du français. Épreuve de compréhension orale. L'épreuve de compréhension orale du TEF a une durée approximative de 40 minutes et comporte 60 questions à choix multiples, QCM. Pour chaque question, vous avez le choix entre plusieurs réponses. Une seule réponse est bonne. Vous devez répondre en cochant la bonne réponse. Le passage d'une question à l'autre est automatique. Il n'est pas possible de revenir en arrière pour modifier sa réponse. Vous devez répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles s'affichent sur votre écran. Nous commençons. Section A, questions 51 à 58. Vous allez entendre 2 fois 2 femmes décrire des hommes. Voici les dessins de 5 hommes. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque homme décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 hommes mentionnés. Première écoute. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci avec la cravate jaune? Il est pas mal, mais je trouve qu'il a vraiment mauvais goût avec sa chemise verte. Et celui-là? Bof. Le genre petite barbiche, bermuda et chemise à manches courtes, c'est pas mon type. Alors lui, peut-être? Tu plaisantes? Il est beaucoup trop vieux. On dirait mon prof de français, avec son complet marron, sa cravate verte et ses lunettes. Bon, alors, lui? J'aime bien son style vestimentaire, t-shirt noir, blouson marron, mais franchement, il a l'air prétentieux. Oh là là, tu es vraiment difficile. Seconde écoute. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci avec la cravate jaune? Il est pas mal, mais je trouve qu'il a vraiment mauvais goût avec sa chemise verte. Et celui-là? Bof. Le genre petite barbiche, bermuda et chemise à manches courtes, c'est pas mon type. Alors lui, peut-être? Tu plaisantes? Il est beaucoup trop vieux. On dirait mon prof de français, avec son complet marron, sa cravate verte et ses lunettes. Bon, alors, lui? J'aime bien son style vestimentaire, t-shirt noir, blouson marron, mais franchement, il a l'air prétentieux. Oh là là, tu es vraiment difficile. Vous allez entendre 2 fois 2 personnes discuter d'une autre personne. Voici les dessins de 5 situations. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque situation décrite. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 situations mentionnées. Première écoute. Je dois déménager dans 1 semaine, mais je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un pour m'aider. Pourquoi tu ne demandes pas à Paul? Paul, il n'est pas du tout fiable. Tu exagères. J'exagère? Une fois, je lui ai demandé un service. Il m'a dit qu'il avait de la fièvre parce qu'il avait pris froid, alors qu'on était en plein été. Une autre fois, pour une toute petite chose, il m'a répondu qu'il avait mal au ventre et qu'il ne pouvait pas bouger de chez lui. Je me souviens qu'une fois à la fac, il avait fait croire qu'il s'était cassé la main pour ne pas avoir à écrire, alors qu'on devait préparer un exposé. Tu aurais vu son énorme bandage. Alors là, si je lui demande de m'aider à déménager mes meubles, je suis sûr qu'il va me dire qu'il a un problème au dos. Seconde écoute. Je dois déménager dans 1 semaine, mais je n'ai toujours pas trouvé quelqu'un pour m'aider. Pourquoi tu ne demandes pas à Paul? Paul, il n'est pas du tout fiable. Tu exagères. J'exagère? Une fois, je lui ai demandé un service. Il m'a dit qu'il avait de la fièvre parce qu'il avait pris froid, alors qu'on était en plein été. Une autre fois, pour une toute petite chose, il m'a répondu qu'il avait mal au ventre et qu'il ne pouvait pas bouger de chez lui. Je me souviens qu'une fois à la fac, il avait fait croire qu'il s'était cassé la main pour ne pas avoir à écrire, alors qu'on devait préparer un exposé. Tu aurais vu son énorme bandage. Alors là, si je lui demande de m'aider à déménager mes meubles, je suis sûr qu'il va me dire qu'il a un problème au dos. Section B, questions 59 à 70. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chacun de ces 6 messages s'il a un caractère familial, amical,
professionnel ou publicitaire en cochant A, B, C ou D. Exemple. Vous entendez le message suivant. Salut Jawad, c'est Annie. Pour le théâtre, samedi soir, on se retrouve comme prévu devant à 19h. Rappelle-moi s'il y a un problème. À demain. A. Familial. B. Amical. C. Professionnel. D. Publicitaire. Vous devez cocher A. Amical. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Vous pensez payer trop cher pour Internet? Appelez-nous au 08 15 15 16 16 et nous vous proposerons une solution adaptée à vos besoins. Message 2. Allô Raoul, je t'appelle pour te dire que la réunion est avancée. Elle aura lieu non pas vendredi, mais jeudi à 16h. À bientôt. Message 3. Allô, Ali? Je ne peux pas aller en classe aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais récupérer les cours pour moi, s'il te plaît? Bisous. Message 4. Allô, madame du tuyau, c'est le plombier. Je vous appelle pour vous dire que j'ai un empêchement et que je ne pourrai pas passer chez vous cet après-midi. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Message 5. Allô Marie? Je n'arrive pas à joindre papy. Tu pourrais lui demander de me rappeler dès qu'il rentre, s'il te plaît? Bisous. Message 6. Marc, c'est Tati. Où es-tu? Tu ne vas tout de même pas arriver en retard au baptême de Léa. C'est quand même toi le parrain. Rappelle-moi vite, où arrive. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Jawad, c'est Annie. Pour le théâtre, samedi soir, on se retrouve comme prévu devant à 19h. Rappelle-moi s'il y a un problème. À demain. Elle appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Confirmer un rendez-vous. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Vous pensez payer trop cher pour Internet? Appelez-nous au 08 15 15 16 16 et nous vous proposerons une solution adaptée à vos besoins. Message 2. Allô Raoul, je t'appelle pour te dire que la réunion est avancée. Elle aura lieu non pas vendredi, mais jeudi à 16h. À bientôt. Message 3. Allô, Ali? Je ne peux pas aller en classe aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais récupérer les cours pour moi, s'il te plaît? Bisous.
Message 4. Allô, madame du tuyau, c'est le plombier. Je vous appelle pour vous dire que j'ai un empêchement et que je ne pourrai pas passer chez vous cet après-midi. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Message 5. Allô Marie? Je n'arrive pas à joindre papy. Tu pourrais lui demander de me rappeler dès qu'il rentre, s'il te plaît? Bisous. Message 6. Marc, c'est Tati. Où es-tu? Tu ne vas tout de même pas arriver en retard au baptême de Léa. C'est quand même toi le parrain. Rappelle-moi vite, où arrive. Questions 71 à 78. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message, écoutez le message et répondez aux questions. Message 1. Lisez les questions. Écoutez le message et répondez aux questions. À l'occasion de l'arrivée du Tour de France, rendez-vous au rayon cyclisme pour tenter de remporter un superbe vélo de route d'une valeur de 1600 €. Venez vite retirer votre bulletin au rayon cyclisme et n'hésitez pas à jeter un œil sur notre vaste gamme d'équipements du cycliste. Message 2. Lisez les questions. Écoutez le message et répondez aux questions. Mesdames et messieurs, la pièce va bientôt commencer. Veuillez éteindre vos téléphones portables. Nous vous rappelons qu'il est interdit de filmer ou de prendre en photo les comédiens et le décor. Merci. Message 3. Lisez les questions. Écoutez le message et répondez aux questions. Votre attention s'il vous plaît. En raison d'une trop forte affluence, nous vous informons que le TER, numéro 17753, à destination de Lyon-Perrache, est complet. Les voyageurs munis d'un billet peuvent se rendre à l'accueil, où de plus amples informations leur seront données. Message 4. Lisez les questions. Écoutez le message et répondez aux questions. Un bébé a été retrouvé au rayon alcool et vin. Il porte un body sur lequel est écrit « Meilleure maman au monde ». Il attend ses parents à l'accueil, à l'entrée du magasin. Merci.
Questions 79 à 84. Vous allez entendre 6 informations extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondante à chacune de ces informations. Information numéro 1. Des vents violents sont annoncés sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône et du Var. Dès aujourd'hui, le Mistral souffle de 40 à 50 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Information numéro 2. Un adolescent de 15 ans est décédé samedi soir après avoir été poignardé lors d'une rixe entre bandes dans le 11e arrondissement de Paris. Une trentaine de personnes se sont opposées lors de la rixe qui a eu lieu dans le quartier de la Bastille, rue de la Roquette, entre 19h30 et 20h, selon une de ses sources. Information numéro 3. Les clubs reviennent à la charge en ce mois de janvier, mais Monaco, qui ne l'entend toujours pas de cette oreille, vient de fixer un prix démesuré et qui semble rédhibitoire. Le club princier demande la modique somme de 101 millions d'euros pour l'international Thomas Lemar. Information numéro 4. Mark Zuckerberg a annoncé, jeudi, la refonte prochaine du fil d'actualité de Facebook. Après une baisse de la valeur des titres de Facebook avant l'ouverture des marchés américains, vendredi, à la fermeture, les titres se négociaient à 179,37 $ contre 187,77 $ jeudi, soit une baisse de 4,4%. Information numéro 5. Des cris de joie, comme un souffle d'air chaud. Une flambée d'émotion, comme un feu qui file. Love suprême, chorégraphié par Anne-Theresa de Kersmaker et Salva Sanchi, sur la musique de John Coltrane, a soulevé le public, mardi 9 janvier, à l'Espace Cardin à Paris. La nouvelle année s'était lancée sous des auspices vibrants, qui raccordent la danse à un art de vivre à fond, avant d'être une technique. Information numéro 6. Depuis l'été, le chef de l'État est attendu sur la réforme de la gouvernance métropolitaine. Cependant, au fil des mois, il apparaît tâtonner pour trouver la porte de sortie. À la mi-décembre, le président de la République a invité à dîner un groupe d'architectes du Grand Paris et tout à coup, l'histoire a semblé se rejouer. Mais il bute toujours sur l'indébrouillable question de la gouvernance. Section C, questions 85 à 90. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Pourriez-vous vous passer de votre téléphone portable? Indiquez si la personne interrogée A. ne peut absolument pas imaginer cette hypothèse, B. le voudrait bien, mais ne peut pas réaliser son désir, C. pense que c'est réalisable, D. ne s'intéresse pas ou plus au téléphone portable. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Moi, je ne m'imagine pas la vie sans portable. J'ai 2 téléphones, un privé et un professionnel, branchés en permanence, 24 heures sur 24. Et pourtant je n'abuse pas, je ne passe pas des heures à parler, mais pour moi c'est une sorte de contact invisible qui me rassure au quotidien. Personne 2. On est tous nés sans appareil électronique. Lorsqu'on communique entre nous, on se sent plus à l'aise sans téléphone. C'est pourquoi, je pense que vivre sans téléphone est possible, tant que cette communication n'est pas ignorée. Personne 3. Non seulement je le pourrais, mais je vis sans. Comment faisait-on avant? On avalait 2 cafés de plus quand notre rendez-vous était en retard, on s'en allait quand il était très en retard, ou on allait voir le film seul.
C'était différent, c'est tout. Ni mieux, ni moins bien, ni moins facile. Personne 4. Je suis tout à fait d'accord que la vie était plus tranquille sans les portables et les digicodes, mais aujourd'hui, vivre sans paraît inimaginable. Personne 5. Tous mes amis et ma famille le savent, je suis accro à mon téléphone portable, et la plus grande angoisse, c'est quand mon téléphone se décharge, j'ai l'impression d'être coupé du monde. Personne 6. Le portable n'est pas un objet indispensable pour moi, d'ailleurs je l'oublie souvent. Je regrette l'époque où toute cette technologie n'existait pas, et les gens se rencontraient, écrivaient des lettres, écrivaient des cartes postales, parlaient, s'engueulaient des visus. Certes c'était long, mais au moins ceci ne déshumanisait pas les relations entre personnes. Question 91 à 100. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Cette semaine, on est avec Grégory Barbet. Grégory Barbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes viticulteur et pour vous poser plein de questions, 3 étudiantes de l'Université de Lyon 2. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour. Et la première question, c'est Amandine qui vous la pose, Grégory. Alors naturellement, le jus de raisin que vous avez récolté et que vous mettez en cuve, il se transforme en alcool et c'est un processus naturel. Est-ce que ça veut dire que vous faites un métier de feignant, que la nature fait tout pour vous ? Alors c'est souvent ce qu'on dit quand on reçoit nos clients dans le chai. On a un métier facile puisqu'on met les raisins et on attend que le jus de raisin se transforme en vin. Donc oui, idéalement, c'est un métier de fainéant. Dans le quotidien, c'est plus compliqué. Alors on va continuer sur le métier de feignant et du quotidien plus compliqué. Amélie. Oui, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que un vin de qualité, c'est à 80% un raisin de qualité ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est comme en cuisine, c'est la matière première qui va faire qu'on produit quelque chose de bien ou qu'on fait une bonne assiette. Ça veut dire que vous jouez sur 20%, faites-vous ? Oui, tout à fait. On joue sur, c'est plus sur les directions, mais le gros travail de vigneron, c'est le travail dans la vigne pour produire un bon raisin. Et ça, c'est pas un métier de fainéant. Ça, j'imagine. Mais alors, on va aller un peu plus en aval avec vous, Anaïs. Qu'est-ce qu'une fermentation réussie, au final ? Une fermentation réussie, très bonne question. Une fermentation réussie, c'est quand on va transformer le sucre en alcool. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit vraiment un processus naturel avec des levures naturelles. Et donc l'alcool va exalter en fait tous les arômes, et ce qui va donner la complexité d'un vin. Écoutez une deuxième fois le message et complétez vos réponses. Cette semaine, on est avec Grégory Barbet. Grégory Barbet, bonjour. Bonjour. Vous êtes viticulteur et pour vous poser plein de questions, 3 étudiantes de l'Université de Lyon 2. Bonjour Amandine. Bonjour. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour. Et la première question, c'est Amandine qui vous la pose, Grégory. Alors naturellement, le jus de raisin que vous avez récolté et que vous mettez en cuve, il se transforme en alcool
et c'est un processus naturel. Est-ce que ça veut dire que vous faites un métier de feignant, que la nature fait tout pour vous? Alors c'est souvent ce qu'on dit quand on reçoit nos clients dans le chai. On a un métier facile puisqu'on met les raisins et on attend que le jus de raisin se transforme en vin. Donc oui, idéalement, c'est un métier de fainéant. Dans le quotidien, c'est plus compliqué. Alors on va continuer sur le métier de feignant et du quotidien plus compliqué. Amélie. Oui, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que un vin de qualité, c'est à 80% un raisin de qualité? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Comme en cuisine, c'est la matière première qui va faire qu'on produit quelque chose de bien ou qu'on fait une bonne assiette. Ça veut dire que vous jouez sur 20%, faites-vous? Oui, tout à fait. On joue sur, c'est plus sur les directions, mais le gros travail de vigneron, c'est le travail dans la vigne pour produire un bon raisin. Et ça, c'est pas un métier de fainéant. Ça, j'imagine. Mais alors, on va aller un peu plus en aval avec vous, Anaïs. Qu'est-ce qu'une fermentation réussie, au final? Une fermentation réussie, très bonne question. Une fermentation réussie, c'est quand on va transformer le sucre en alcool. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit vraiment un processus naturel avec des levures naturelles. Et donc l'alcool va exalter en fait tous les arômes, et ce qui va donner la complexité d'un vin. Message 2. Lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Et Gilles Vesco est l'invité de Paul Satis. Messieurs, bonjour. Bonjour Gilles Vesco. Bonjour. Chargé des nouvelles mobilités urbaines au Grand Lyon, c'est-à-dire à la métropole, en 2014, Velov, qui fêtait ses 10 ans, a aussi battu son record de fréquentation. Combien de vélos loués? Alors, 8 300 000 sur une année, ça fait plus 17% d'augmentation. C'est le plus fort taux d'augmentation dans les transports partagés, même au-delà du tram, qui explose tous les records également. Donc ça veut dire que le Velov est vraiment rentré dans la vie des Lyonnais, qu'ils l'ont intégré dans leur quotidien, et pour leur plus grand bonheur, et puis celui de la ville également. Comment le développer encore, du coup? Alors, le contrat a fini en 2017, puisque c'est un contrat de 13 ans, 2004-2017, avec Deco. On est en train de sucer le crayon pour un cahier des charges et voir un petit peu ce qu'on veut pour l'avenir. Gérard Collomb a déjà annoncé 1000 Velov supplémentaires, donc on passerait de 4000 à 5000, et puis équipement d'une partie de toutes les villes de la première couronne, c'est-à-dire les villes voisines de Lyon et Villeurbanne, qui est le territoire Velov. Et puis électrification du Velov. Alors pour l'instant personne ne le demande parce que c'est la gym douce finalement. Une demi-heure de gym douce ça fait gagner 3 ans de vie et puis ça fait du bien. Mais on a pensé qu'on pouvait aller un peu plus loin en périphérie, monter les 3 collines de Lyon, Fourvière, Croix-Rousse, Duchère, et surtout gratter des marges de progression sur les seniors actifs qui sont que 2% de plus de 60 ans sur Velov. Et or on sait qu'il y a un potentiel. Écoutez une deuxième fois le message et complétez vos réponses. Et Gilles Vesco est l'invité de Paul Satis. Messieurs, bonjour. Bonjour Gilles Vesco. Bonjour. Chargé des nouvelles mobilités urbaines au Grand Lyon, c'est-à-dire à la métropole, en 2014, Velov, qui fêtait ses 10 ans, a aussi battu son record de fréquentation. Combien de vélos loués? Alors, 8 300 000 sur une année, ça fait plus 17% d'augmentation. C'est le plus fort taux d'augmentation dans les transports partagés, même au-delà du tram, qui explose tous les records également.
Donc ça veut dire que c'est vraiment, le vélo est vraiment rentré dans la vie des Lyonnais, qu'ils l'ont intégré dans leur quotidien, et pour leur plus grand bonheur, et puis celui de la ville également. Comment le développer encore, du coup ? Alors, le contrat finit en 2017, puisque c'est un contrat de 13 ans, 2004-2017, avec Deco. On est en train de sucer le crayon pour un cahier des charges et voir un petit peu ce qu'on veut pour l'avenir. Gérard Collomb a déjà annoncé 1000 vélos supplémentaires, donc on passerait de 4000 à 5000, et puis équipement d'une partie de toutes les villes de la première couronne, c'est-à-dire les villes voisines de Lyon et Villeurbanne, qui est le territoire Vélove. Et puis électrification du Vélove. Alors pour l'instant personne ne le demande parce que c'est la gym douce finalement. Une demi-heure de gym douce ça fait gagner 3 ans de vie et puis ça fait du bien. Mais on a pensé qu'on pouvait aller un peu plus loin en périphérie, monter les 3 collines de Lyon, Fourvière, Croix-Rousse, Duchère, et surtout gratter des marges de progression sur les seniors actifs qui sont que 2% de plus de 60 ans sur Vélove. Et or on sait qu'il y a un potentiel. Message 3. Lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on explore ce matin les relations entre écologie et régime politique avec Hervé Kempf, journaliste au Monde et écrivain. Copenhague, décembre 2009, le fiasco que l'on sait, qui a été abondamment commenté et qui a valu un certain nombre de réflexions extraordinairement amères. Vous citez par exemple Nicolas Hulot, qui dit c'est la défaite de la démocratie. Et puis, immédiatement, vous tirez un petit fil que pratiquement personne n'a vu et vous montrez qu'il y a quand même là une sorte de gigantesque malentendu. Oui, c'est-à-dire que quand Nicolas Hulot, pour qui j'ai beaucoup d'estime, une estime très sincère, dit c'est une faillite de la démocratie, il se trompe doublement. Il se trompe par rapport à ce qui s'est passé au moment même de la conférence de Copenhague, où la présidence danoise, qui était notamment dirigée par la ministre de l'Environnement Connie Hedegaard, a fait un jeu plutôt que de respecter les procédures démocratiques des Nations Unies, qui même si elles sont lourdes, ont l'avantage d'être rodées et de permettre une vraie expression, une vraie délibération de toutes les délégations des pays qui sont représentés. Madame Connie Hedegaard et le gouvernement du Danemark, qui était donc le pays hôte de la conférence, a choisi, parce qu'il voulait absolument que les États-Unis soient dans le texte final, fait un propre texte en essayant de le négocier un petit peu en parallèle avec quelques pays et en contradiction finalement avec le texte qui existait à l'entrée de la conférence de Copenhague, qui avait été élaboré difficilement, qui était encore un texte lourd, mais qui était quand même un texte beaucoup plus digeste et qui était une vraie base de négociation et qui avait été élaboré par le processus des Nations Unies. Et donc, mais c'est pas ce deuxième texte clandestin, pratiquement clandestin, que Nicolas Hulot appelait la faillite de la démocratie. Non, il appelait tout le processus. Parce que ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'en fait, si la conférence de Copenhague avait échoué, c'est parce que les principaux protagonistes, les principaux États, avaient choisi de contourner la procédure des Nations Unies. Écoutez une deuxième fois le message et complétez vos réponses. Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on explore ce matin les relations entre écologie et régime politique avec Hervé Kempf, journaliste au Monde et écrivain. Copenhague, décembre 2009, le fiasco que l'on sait, qui a été abondamment commenté
et qui a valu un certain nombre de réflexions extraordinairement amères. Vous citez par exemple Nicolas Hulot, qui dit c'est la défaite de la démocratie. Et puis, immédiatement, vous tirez un petit fil que pratiquement personne n'a vu, et vous montrez qu'il y a quand même là une sorte de gigantesque malentendu. Oui, c'est-à-dire que quand Nicolas Hulot, pour qui j'ai beaucoup d'estime, une estime très sincère, dit c'est une faillite de la démocratie, il se trompe doublement. Il se trompe par rapport à ce qui s'est passé au moment même de la conférence de Copenhague, où la présidence danoise, qui était notamment dirigée par la ministre de l'Environnement Connie Hedegaard, a fait un jeu plutôt que de respecter les procédures démocratiques des Nations Unies, qui, même si elles sont lourdes, ont l'avantage d'être rodées et de permettre une vraie expression, une vraie délibération de toutes les délégations des pays qui sont représentés. Madame Connie Hedegaard et le gouvernement du Danemark, qui était donc le pays hôte de la conférence, a choisi, parce qu'il voulait absolument que les États-Unis soient dans le texte final, fait un propre texte en essayant de le négocier un petit peu en parallèle avec quelques pays et en contradiction finalement avec le texte qui existait à l'entrée de la conférence de Copenhague, qui avait été élaboré difficilement, qui était encore un texte lourd, mais qui était quand même un texte beaucoup plus digeste et qui était une vraie base de négociation et qui avait été élaboré par le processus des Nations Unies. Et donc, mais c'est pas ce deuxième texte clandestin, pratiquement clandestin, que Nicolas Hulot appelait la faillite de la démocratie. Non, il appelait tout le processus. Parce que ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'en fait, si la conférence de Copenhague avait échoué, c'est parce que les principaux protagonistes, les principaux États, avaient choisi de contourner la procédure des Nations Unies. Section D, questions 101 à 110. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez « Il a bougé la bouteille ». Vous lisez « Il a bougé la bouteille ». A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 101. Il faut tendre cette toile. Question 102. Le bord est tout prêt. Question 103. Il s'élève et retombe. Question 104. C'est lui le responsable. Question 105. Ce petit rien fait tout. Question 106. Le vin apporte la musique. Question 107. J'habite à Melun. Question 108. Elle a fait son veau. Question 109. L'abbé ne fait pas le moine. Question 110. J'espère que vous allez râler avec moi.
L'épreuve de compréhension orale du TEF est terminée.